Merci. Merci et bonjour à tous. Donc, complément de présentation, je suis Xavier Fortuny, conservateur de la réserve du Bagnas, et je suis salarié de l'ADENA. L'ADENA, c'est l'association gestionnaire du site du Bagnas. Alors, avant de rentrer dans le détail des lagunes temporaires sur notre site, une petite présentation du site du Bagnas. Donc, on est localisé dans l'Hérault, sur 2 communes, Agde et Marseillan, dans un contexte très urbanisé, avec ici le Cap d'Agde, au sud, et au nord on a Marseillan plage, donc un contexte très urbanisé, des voies de communication. Et le site du Bagnas, en fait, c'est 3 périmètres. On est d'abord une réserve naturelle, historiquement, la réserve naturelle du Bagnas, depuis 1983. Ensuite, il y a eu donc l'acquisition de ces terrains par le conservatoire du littoral, sur des périmètres qui ne correspondent pas exactement à la réserve, qui débordent un petit peu. Et ensuite, on a eu le classement site Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux et de la directive Habitat. Donc le site protégé du Bagnas, c'est 743 hectares. Donc c'est un site qui est relativement petit, et encore une fois, par contre, c'est un site qui est très original dans son contexte, parce qu'on est vraiment sur une zone qui est particulièrement urbanisée, et c'est pas sans poser de problème. On en parlera un petit peu plus tard. Donc j'ai passé assez vite pour aller ensuite sur les questions de lagune temporaire et de gestion, mais juste une présentation rapide du contexte naturel. Et donc, on a globalement la représentation classique des cortèges de faune et de flore qu'on peut retrouver sur des zones humides, littorales, méditerranéennes, avec une richesse relativement importante, justement, qui a justifié la désignation de ces différents périmètres de protection. Et également, donc, une diversité de milieux, puisque nous, on part de la plage, là. Donc ça c'est la plage du Bagnas, et puis ensuite on remonte dans les terres avec un gradient de salinité, également des lagunes donc, qui seront en eau de manière plus ou moins permanente, plus ou moins temporaire. Donc voilà un petit peu d'immersion, donc ça c'est la plage du Bagnas. En termes de surface c'est assez faible, on est sous l'ordre de 7 hectares, c'est petit, donc on a la plage, et ensuite on a le système dunaire derrière. Donc c'est un milieu qui est très sensible, peu de surface mais vraiment beaucoup de sensibilité. C'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, on a beaucoup de travail sur ce territoire-là. Et ensuite, on a une surface relativement importante, c'est les zones, c'est les prairies, enfin les zones ouvertes, mais en général, donc c'est les prairies, c'est les prés salés, etc. On a des conventions de pâturage, enfin des conventions de gestion, pâturage, fauche, voilà, c'est des milieux entretenus. Ce pas des milieux qu'on a choisi de gérer de manière activement pour la préservation de la biodiversité à proprement parler. Moi, je reviendrai après sur ces questions aussi de choix de gestion. Mais en tout cas, c'est quand même des paysages qui sont très structurants sur le Bagnas, ces milieux ouverts. Et enfin, les milieux qui sont caractéristiques de notre site, c'est les lagunes et les végétations associées, que ce soit sensuires, fragmitées. Donc là, on a une représentation un petit peu vue de haut, des différents milieux qu'on peut avoir. Donc, on verra ça sur carte, mais ici, on a la lagune du Grand Bagnas, l'étang du Grand Bagnas, qu'on appelle avec une roselière. Et à côté, donc, on a des lagunes temporaires avec des mosaïques de roselières, de sensuires un peu plus loin. Voilà. Et des bassins piscicoles. Donc, pour revenir plus spécifiquement sur les lagunes temporaires du Bagnas, en partant d'abord de l'état des connaissances en fait, de nos lagunes, on a 241 hectares de lagunes sur le site. Donc ça, ces lagunes, cette cartographie, elle est issue de notre cartographie des habitats qui a à peu près une dizaine d'années. On est en train de la réactualiser cette année. Et là, en fait, ce que j'ai fait avant de venir ici, c'est de croiser ces surfaces de lagunes avec la cartographie qui a été produite dans le cadre du PRA Lagune. Et ça nous a permis de voir, parce que nous, on n'avait pas forcément caractérisé les lagunes permanentes temporaires, on avait de la lagune. On savait celles qui fonctionnaient comme des lagunes temporaires permanentes, mais on n'avait pas forcément une cartographie spécifique de ces lagunes-là. Donc là, en croisant la cartographie du PRA avec notre cartographie des habitats, on a pu comme ça donc, isoler des lagunes qui ont un fonctionnement de lagunes temporaires. Donc ça, c'est très instructif pour nous. Bon, après, j'ai fait un petit peu de nettoyage parce qu'il y a des questions ensuite logiques pour avoir. Mais par contre, ce qui a été intéressant pour nous, c'est au niveau des bassins piscicoles, donc qui sont ces petits carrés que l'on voit ici. Donc on sait qu'ils ont un fonctionnement qui est un peu particulier, ils sont en eau douce, en eau salée, il y a des périodes d'usage qui sont différentes, mais on voit que certains de ces bassins se comportent comme des lagunes temporaires, et en soi c'est intéressant, parce qu'on a remarqué que chaque bassin avait sa caractéristique, et notamment sa composition végétale, sa flore vraiment spécifique.
Alors bien sûr, c'est des lagunes que l'on suit, hein, on est dans le cadre du programme FILMED. Enfin, nous, on fait le FILMED, donc on fait des suivis 2 fois par mois, on passe sur le site, 27 points de mesure, on mesure des eaux de surface, des eaux souterraines, on mesure différents paramètres, et profondeur et salinité. Donc là, c'est juste une restitution sur une de nos lagunes qu'on appelle la lagune PV3, qui est une lagune temporaire sur laquelle on a un suivi. Et donc là, c'est les résultats, c'est la moyenne mensuelle depuis 2000, pour montrer, alors évidemment, on a un fonctionnement qui est assez classique, hein, avec les périodes d'ASEC. Alors bon, il y a des ASEC, et seulement comme il y a du Moyen-Âge, comme c'est moyenné, bon, on va voir sur les aspects techniques, et ensuite évidemment une salinité qui est inversement corrélée. Rien de très surprenant, une salinité qui évolue à peu près entre 30 à 65. Et pour ce qui nous concerne, l'objectif c'est de parler quand même des enjeux, de l'intégration des enjeux. Donc évidemment, on a des enjeux naturalistes sur nos lagunes. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, hein, ça a été largement abordé, on a parlé de l'Athénis mater, on a parlé de Riella Ictophylla, mais juste c'est quand même pour illustrer le besoin de connaissance, et ça c'est un point qui est vraiment important pour nous, c'est l'importance de la connaissance du site. Donc là en fait, comme ça a également été dit ce matin, il y a une étude qui a été réalisée par le CBN en 2017 sur notre territoire. Donc on voulait en fait caractériser simplement la végétation aquatique du Bagnas. C'était une demande, le CBN y a répondu, a fait une étude très approfondie qui nous a permis vraiment d'améliorer nos connaissances significativement sur ces végétations et sur les espèces de nos lagunes. Et là, en particulier, on savait qu'on avait de l'Athénie, on savait qu'il y avait des Riella et Ictophylla, mais ça a permis de voir à quel point ces espèces étaient présentes sur le site et de les cartographier. Et ça a été vraiment une surprise. Et surtout, ce qui était important, c'est que, en plus, on a trouvé d'autres espèces. Mais enfin, bon, le CBN a trouvé d'autres espèces. Mais ce qui a été important, surtout, c'est le changement de vision que l'on a eu suite à cette étude-là. Le Bagnas a été créé, c'est un raccourci peut-être, mais pour son intérêt aviphonistique. Il y a vraiment des concentrations d'oiseaux importantes, je vais y revenir rapidement, mais en tout cas pour dire, voilà, il y a peut-être d'autres enjeux qui seraient vraiment intéressants de prendre en compte, notamment ces enjeux floristiques. Et donc voilà, justement, oui, on a des oiseaux, hein, on fait des comptages tous les mois. Tous les mois, on fait un comptage exhaustif de tous les oiseaux, on essaie d'être exhaustif, de tous les oiseaux d'eau qui sont présents sur le site du Bagnas. Donc voilà, il y a ces 241 hectares à peu près de lagunes. On peut avoir des stationnements d'oiseaux hivernants qui vont jusqu'à 10 000 et 12 000 individus. Donc ça fait quand même vraiment du monde au mètre carré. Donc, enfin, en termes de densité, c'est quand même très important sur un espace qui est relativement restreint. Bon, ça peut s'expliquer, on a un effet réserve, hein, donc on n'a aucune perturbation, une interdiction de rentrer sur la réserve, pas de fréquentation, donc ça peut expliquer l'aspect quiétude des ressources alimentaires, sont quand même des facteurs très importants. Et donc on a des concentrations qui sont très importantes. Et nos lagunes jouent un rôle vraiment très important, et les lagunes temporaires en particulier, notamment pour le stationnement d'oiseaux d'eau en période de migration post-nuptiale. C'est là où on peut avoir quand même des beaux effectifs et une très belle diversité de nos mais pas que, on a aussi de la reproduction, bien sûr, on a la reproduction, alors des espèces en enjeu Natura 2000, comme la bossette, les échasses blanches, qui vont nicher sur nos îlots ou dans les sensuires. Donc évidemment, hein, tous ces enjeux, ça implique de gérer ça. Alors bon, la photo, là, elle est un peu trompeuse, parce qu'en fait, concrètement, la lagune temporaire, on ne gère pas. C'est pour aller rapidement. Pour l'instant, on est vraiment dans le laisser-faire. Alors, on a des ouvrages hydrauliques qui permettraient de contrôler les niveaux d'eau, mais pour l'instant, c'est un choix. Elle fonctionne bien sans ça. On en reparlera le jour où elles ne fonctionneront plus pour l'instant, mais en tout cas, voilà, c'est un choix de gestion. On n'a pas de gestion active des niveaux d'eau dans nos lagunes temporaires. Mais bon, la photo était sympa pour illustrer l'aspect gestion. Alors, nous, on est passé sur... récemment, on a refait notre plan de gestion. Hein, on a un plan de gestion 2020-2029. Et dans le cadre de la rédaction de ce plan de gestion, on a complètement changé notre paradigme. C'est-à-dire jusqu'à présent, en fait, le plan de gestion du Bagnas était centré sur des espèces. On prenait des espèces et on mettait en place des actions pour préserver des espèces et ensuite fixer des objectifs de gestion sur les espèces. Donc maintenant, ça a changé. Bon, c'est pas spécifique à nous, hein, c'est national. Nous, on était donc une réserve, on a suivi l'équilibre méthodologique des réserves naturelles. Donc maintenant, on passe sur la notion de fonctionnalité. Et nous, notre objectif de gestion, la cible de la gestion, c'est de maintenir, d'arriver ou de maintenir un état de fonctionnalité des habitats, avec le postulat qu'un habitat fonctionnel peut héberger une faune et une flore diversifiée. Il n'y a pas de surprise, donc en fait, pour illustration, donc l'Athénie, c'est pas l'Athénie qui est la cible de gestion, directement en fait, c'est plutôt le milieu que compose.
Et donc justement en termes de milieu, pour essayer d'être un petit peu efficace dans notre gestion, donc là c'est vraiment dans le cadre de la rédaction, de la réflexion que l'on a sur comment on construit notre plan de gestion et comment ensuite on le met en œuvre. En fait, on a fait des regroupements. Quand on dit habitat, on n'a pas focalisé habitat, en fait, on travaille sur les milieux. C'est-à-dire que là je prends par exemple l'exemple des fourrés halophiles. Donc nous, on a bien sûr, comme tout le monde, beaucoup de fourrés halophiles divers. On va avoir des fourrés arthropnémum, un sarcocornia, etc. Donc on a tous ces fourrés-là, on les a regroupés sous le milieu sensoïant. Ça paraît plus logique. De la même manière avec les lagunes. Et l'ensemble, c'est cet ensemble-là qui constitue en fait une unité de gestion, on va dire, cohérente. Parce qu'évidemment, nous, ce qu'on va gérer, c'est la lagune temporaire et les sensoires associés. Si un jour on gérait l'eau, évidemment, gérer l'eau va faire influencer la répartition de ces deux habitats-là. Donc forcément, ça nous apparaît pertinent de considérer la fonctionnalité de cet ensemble comme un objectif de gestion. Et alors là, ça c'est purement illustratif, il n'est pas question de balayer tout ça, c'est juste pour illustrer, mais c'est l'extrait de notre plan de gestion, c'est le plan d'action, c'est notre tableau de plan d'action, c'est une synthèse issue de notre plan de gestion pour ce qui concerne les lagunes temporaires et les sensoires associés. Alors ça se construit avec des indicateurs sur les lignes du haut, c'est des indicateurs d'état, de fonctionnalité qu'on s'est fixé. Alors évidemment, l'hydropériode, c'est les paramètres hydrologiques sont très importants pour caractériser ces données-là, donc c'est vraiment un indicateur que l'on va suivre. Et en dessous, là, ces lignes-là, c'est dans la méthodologie de gestion des réserves naturelles, c'est les actions qui peuvent être menées pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est là où, comme je vous dis, ce qui est important, c'est la connaissance. On a souvent des défauts de connaissance. Nous, on agit finalement très peu dans nos lagunes. Mais par contre, on a besoin de connaissance. C'est un besoin très important pour pouvoir agir efficacement. Donc là, j'ai pris juste un exemple parmi d'autres d'études qu'on a menées assez récemment. C'est l'étude sur la qualité des eaux. Parce qu'on sait que... Alors, moi, on a fait quand même une grosse étude sur la qualité des eaux concernant le Grand Bagnas, parce que le Grand Bagnas, c'est une masse d'eau DCE. Et à ce titre-là, donc, on a mis quand même beaucoup de moyens. Et on travaille encore actuellement sur l'étude hydrologique, donc soit en termes quantitatifs ou qualitatifs du Grand Bagnas, mais dans le cadre d'une étude préalable, on a également travaillé sur la vulnérabilité, notamment la vulnérabilité du Petit Bagnas, qui est ici, qui héberge la plus grande surface de lagunes temporales. Donc ça a permis de montrer qu'on avait quand même une forte vulnérabilité, évidemment. Dans les petits triangles, ce sont les points d'entrée d'eau qu'on a identifiés, et ensuite là, les codes couleurs, bon, c'est un petit peu abscon là, mais c'est en gros les polluants qui pourraient potentiellement arriver. C'est-à-dire en faisant une recherche bibliographique, en ayant une connaissance des activités d'occupation des sols sur le bassin versant, on a pu dresser une sorte de liste des polluants qui étaient potentiellement présents. Donc on a fait ça sur tout le secteur, on l'a fait sur le Grand Bagnas et ça nous a donné une liste de courses pour ensuite aller faire des analyses. C'est ce qu'on a fait sur le Grand Bagnas, on avait une liste comme ça, on dit bon, allez, on va chercher, et on a trouvé, et dans les eaux, et dans les sédiments, un certain nombre de ces polluants qu'on avait déjà pré-identifiés dans l'étude de vulnérabilité. Donc ça pour dire que c'est quand même très important d'abord de se baser sur les connaissances. Et ensuite, pour faire le lien avec ce qui a été dit jusqu'à présent, donc il y a eu pas mal de redites, mais c'est la dernière redite, ça concerne le changement climatique. Nous, le site du Bagnas, on est un site test du Life Nature Adapt. Alors Life Nature Adapt, c'est un life qui est porté par RNF et qui a pour objectif de fournir aux gestionnaires des méthodes pour prendre en compte le changement climatique dans la gestion de leur site. Et pas strictement pour les réserves. C'est l'objectif. Là, dans la phase test, il y avait des parcs nationaux, parcs marins, parcs terrestres, des milliers de grottes. Il y avait, tout le monde a fait, beaucoup de sites différents participé à ce test-là. Et avec deux productions qu'on devait faire, un diagnostic de vulnérabilité et un plan d'adaptation. Donc, en faisant ça, en fait, on n'a pas forcément découvert des choses qu'on ne soupçonnait pas. Par contre, on a pris conscience de la rapidité. Là, je m'explique que ça concerne plus spécifiquement ce dont on a parlé un petit peu, c'est la submersion marine. Parce que nous, on est vraiment confrontés à la submersion marine, mais très prochainement. C'est ça, en fait, la vigilance. Et même si on savait, même si on en parlait, même si on avait des études, là, on a une étude du BRGM qui a été réalisée dans le cadre du projet Roselière d'Occitanie, qui est également porté par l'ADENA. Donc, on a fait une étude avec le BRGM sur la submersion des roselières littorales, etc. Qui a mis en évidence que nous, on avait un risque de submersion permanente fortement probable dès l'horizon 2030-2050. Ce qui veut dire que sur le Bagnas, c'est quand même c'est très proche. Et du coup, on se pose la question, comment on va gérer nos sites? Alors, c'est tout ce qui a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais est-ce qu'on fait de la protection? Est-ce qu'on fait un recul stratégique? Est-ce qu'on laisse faire? C'est des questions qu'on se pose. Avec juste une différence, alors là, j'aurais dû mettre une carte, mais je vais revenir à...
juste pour avoir une carte, pour illustrer la problématique qu'il y a, c'est que nous, en fait, on est un point de faiblesse, en fait, sur le littoral. C'est qu'ici, on a des zones urbanisées, donc là, c'est des points durs, là, c'est du béton, là, c'est pareil, et là, on a notre dune. Il a été démontré par une modélisation qui a été réalisée par des confrères du SMBT que, en cas de tempête et de surcote marine, en fait, il y avait un risque d'inondation de Marseille en plage par chez nous. Donc nous, on a vraiment un risque de sécurité publique, en fait. Donc on a même une responsabilité. Si ça rentre chez nous, ça va là. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On n'est plus les seuls à prendre les décisions dans ce cadre-là. Donc c'est pour dire que voilà, on est confronté à des considérations de gestion écologique, mais on a également de la gestion qui nous dépasse. Et ça, bien sûr, nous on y travaille, parce qu'on est vraiment à l'ADENA très sur de l'ancrage territorial, concertation, etc. Et donc là, ça va être un beau sujet d'étude. Voilà, mais je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir tenu les 10 minutes.